Bonjour, Jean-Michel Fauconnier, à nouveau, pour ce troisième module de formation vidéo qui va traiter des pistes de solutions. Donc, on a vu précédemment le module d'analyse, on a vu dans la dernière vidéo le module de diagnostic, et maintenant, nous allons passer aux solutions potentielles ou possibles. Alors, on a fait le diagnostic, donc on a porté un certain jugement sur la viabilité de l'entreprise et on va maintenant être à même de définir quelques pistes de solutions qu'on va pouvoir proposer si effectivement on a estimé que l'entreprise était viable. Alors, la première de ces solutions, c'est bien entendu, s'il y a des dettes, c'est la possibilité de les étaler. Donc, on va descendre dans le détail de toutes les solutions possibles pour étaler ces dettes. Alors, les dettes, il y a des dettes d'État, il y a éventuellement, bien entendu, des dettes fournisseurs et on va passer, je dirais, par tous ces phénomènes et ces techniques d'étalement des dettes. Alors, les dettes d'État, les dettes principales sont les dettes d'URSSAF, de SSI, l'ancien RSI, la TVA et l'impôt. Alors, ces dettes, on peut très honnêtement, dès le départ d'un constat de carence de paiement, les étaler. C'est-à-dire que les services des impôts, les services d'URSSAF sont très près, je dirais, des entreprises et acceptent quasiment dans tous les cas l'étalement des dettes quand il y en a. Donc, bien entendu, quand il y a quelques problèmes qu'on néglige et qu'on ne va pas tout de suite, je dirais, approcher les services de l'État, on peut bien entendu avoir affaire à un huissier de justice. Et là, je dirais, on a dépassé, entre guillemets, un petit peu le délai de ce qu'on pouvait faire. Alors, on va les voir un petit peu. Je dirais, l'huissier de justice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une certaine partie des dettes qui lui auront été confiées par l'URSSAF ou les impôts, et il va venir exécuter, je dirais, le règlement et en fait se substituer à un échéancier qu'on aurait pu négocier au préalable directement avec l'URSSAF ou les impôts. C'est un petit peu dommage parce que, bien entendu, l'huissier a ses charges et quand on paie 100 € à l'huissier, on n'en paie éventuellement que 70 pour sa dette et les 30 derniers restent, je dirais, pour payer l'huissier. Donc, on a une dette qu'on va bien entendu augmenter, entre guillemets, de par ce principe-là. Donc, rappel, il vaut mieux tout de suite contacter les services de l'État pour qu'effectivement, on ait affaire, je dirais, à des gens au niveau des services de l'administration qui accueillent très volontiers vos doléances en termes d'étalement des charges. Alors, il y a une technique très simple quand on a des dettes d'État. Alors, il faut avoir plusieurs dettes d'État, c'est-à-dire qu'il faut avoir éventuellement une dette de TVA, une dette de SSI et pourquoi pas, je dirais, des dettes d'impôt. Il y a quelque chose qui effectivement marche très très bien, ça s'appelle la saisine de CCSF. Alors, la saisine de CCSF, pardon, va permettre d'étaler ses dettes sur 18 mois. On a la possibilité de passer au-delà jusqu'à un maximum de 36 mois en le justifiant. Donc, il va falloir faire un plan de trésorerie pour aller montrer au service donc, de la DG FIP qui gère la saisine de CCSF qu'on est capable d'étaler effectivement ces dettes sur 18 mois ou 36 mois. Alors, je vous ai mis la procédure ici de saisine de CCSF, elle est décrite. On a cette possibilité d'aller effectivement comprendre le détail de cette procédure et puis de comprendre comment ça marche. Je vous ai également mis ici
un document qui est un CCSF rempli. Donc, il y a une procédure assez simple, je dirais, qui consiste à remplir ce document. Donc, vous voyez ici, ce document est rempli. Il est bien entendu fictif, mais vous allez pouvoir comprendre, je dirais, quels sont les éléments qu'il faut faire figurer dans cette demande de CCSF. Alors, il y a une autre procédure qui est le CODEFI. Alors, le CODEFI recherche plutôt, je dirais, des solutions à des problèmes de financement de l'entreprise, c'est-à-dire que là, on n'est pas forcément, je dirais, dans les dettes, mais on a essayé par tous les moyens de trouver des solutions et on n'a pas trouvé de solution de financement. Donc, on va pouvoir faire appel à cet organisme qui se réunit, bien entendu, régulièrement et qui peut accorder un prêt suivant une durée à déterminer, avec bien entendu des taux préférentiels, mais c'est très aléatoire. Il est très difficile d'obtenir, je dirais, des prêts CODEFI auprès de la DGFiP. Mais on peut toujours tenter quand effectivement toutes les autres pistes ont échoué. Alors, après, on va passer aux dettes fournisseurs. Alors, la dette fournisseur hors banque, parce qu'il y a un traitement spécifique, je dirais, sur la banque, c'est la possibilité d'avoir accès à un mandataire ad hoc. Donc, en fait, cette personne qui est nommée par le tribunal de commerce va être le négociateur et l'intermédiaire entre le fournisseur qui réclame ses créances et l'entreprise qui ne peut pas les payer. Donc, ce médiateur va se mettre entre les deux et va essayer de trouver une solution qui sera, je dirais, acceptable par les deux parties. Alors là, le point spécifique, c'est que ce mandataire ad hoc n'est absolument pas, je dirais, gratuit. Il est de l'ordre de 1 500 € pour une petite entreprise de moins de 5 salariés. Et il a été fixé dernièrement, je dirais, avec un plafond de 3 000 € pour les entreprises au-delà de 5 salariés. Mais c'est une solution qu'il ne faut pas hésiter à mettre en œuvre quand effectivement le blocage est profond et qu'on va aller au tribunal ou que le bailleur, par exemple, va vous emmener soit en redressement judiciaire, soit il va demander la liquidation de l'entreprise. Pardon. Alors, il y a une autre procédure qui est une procédure qui s'appelle procédure de conciliation. Alors, cette procédure de conciliation, c'est un petit peu, je dirais, comme le mandat ad hoc, mais elle a une différence, c'est qu'elle est gratuite et elle est principalement réservée quand même pour des entreprises d'une certaine taille, mais qui ont des problèmes spécifiques avec leurs bailleurs. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait avoir des problèmes avec des bailleurs et des fournisseurs et utiliser la mandature ad hoc. Mais là, dans le cas très précis des conciliations, il vaut mieux la réserver, je dirais, à des problèmes avec ces bailleurs. Alors, le détail de la procédure est présenté ici. Elle est effectivement soumise, je dirais, à l'accord du tribunal de commerce qui va éventuellement nommer un conciliateur, ou si l'entreprise a déjà un conciliateur ou le créancier a déjà un conciliateur dans ses papiers, il peut être accepté dans la mesure où effectivement cette procédure est gratuite. Donc, elle va être prolongée un certain temps, je dirais, pour permettre justement le règlement de ces problèmes spécifiques de conciliation jusqu'à ce qu'il y ait un accord sur l'étalement de ces dettes. Alors, excusez-moi. Au niveau des dettes bancaires, on va effectivement avoir plusieurs problèmes sur dette bancaire. Alors, soit on a une dette bancaire parce qu'on n'arrive pas à rembourser un prêt bancaire. Là, ça va être avec la banque et je dirais qu'il va falloir traiter directement. Parce que effectivement, c'est un conflit entre le créancier et la banque et il faut traiter directement. Il y a
quasiment peu d'intermédiaires, je dirais, qui peuvent aider dans ce cas très précis. Alors, par contre, il y a une particularité, c'est quand vous avez un prêt de type PGE et que ce prêt a été refusé par la banque, vous avez la possibilité d'accéder au médiateur du crédit. Alors, le médiateur du crédit va être quelqu'un qui va éventuellement, je dirais, pas forcer la banque parce qu'il n'a pas ce pouvoir de retourner une décision, mais il va influencer sur la décision de la banque. Si effectivement la banque a refusé pour des raisons un petit peu légères, le médiateur du crédit pourra éventuellement renverser la situation. Alors, on fait appel à la médiation du crédit par un document directement, je dirais, sur Internet, et on a une réponse de prise en compte quasiment immédiate. Et derrière, il y a un délai de 5 jours qui est accordé à la banque pour répondre, pour savoir si effectivement elle revient sur sa décision du refus de prêt. Alors, l'autre point important, c'est toute dette confondue, on peut passer sous une procédure qui s'appelle la procédure de sauvegarde. Alors là, on rentre dans une procédure de type procédure collective et c'est une procédure qui permet à l'entreprise de geler ses dettes, un petit peu comme un redressement judiciaire, sauf qu'on verra tout à l'heure que la procédure de sauvegarde n'est possible que si l'entreprise n'est pas en cessation de paiement. Si l'entreprise est en cessation de paiement, il faudra passer sur une procédure de type redressement judiciaire. Mais la procédure de sauvegarde est quelque chose qui est accordé généralement pour des grandes entreprises, pas pour des PME, et elle permet effectivement d'être en situation de gel des dettes vis-à-vis de ses créanciers pour une période qui peut aller jusqu'à 10 ans et qui permet éventuellement à l'entreprise, bien entendu, de survivre et de rebondir. Alors, même chose, toute dette confondue, il y a ce qu'on appelle le dépôt de bilan, c'est-à-dire que l'entreprise est en cessation de paiement, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas, je dirais, avec ses actifs, honorer toutes les factures, toutes les charges, je dirais, qui lui incombent. Et à partir de là, elle a une obligation, je dirais, de se déclarer en dépôt de bilan. Donc, on va passer dans une procédure qui est une procédure dite collective. Et le premier niveau de cette procédure, c'est le redressement judiciaire. Alors, le redressement judiciaire, comme la procédure de sauvegarde, va permettre, je dirais, le gel des dettes pour une période de 10 ans. L'entreprise va être mise sous observation pendant 6 mois, renouvelable 1 ou 2 fois. Et on va après apurer, ce qu'on appelle apurer le plan, c'est-à-dire répartir les créances sur une période de 10 ans. Et il va falloir respecter ce plan. Si effectivement ce plan n'est pas respecté, pour de multiples raisons, on conduira, hélas, l'entreprise dans le deuxième cran, je dirais, entre guillemets, qui s'appelle la liquidation judiciaire. Mais ça, on traitera ça dans les points spécifiques, je dirais, et les procédures spécifiques dans un module appelé procédure. Alors, un mandataire judiciaire sera nommé et il va épauler à ce moment-là l'entreprise, que ce soit, je dirais, dans la procédure de redressement ou dans la procédure de liquidation. Voilà en ce qui concerne, je dirais, la partie étalement des dettes. Donc, dans la partie étalement des dettes, on va passer après pardon, au refinancement de l'entreprise. Alors, le problème du refinancement de l'entreprise, il a plusieurs causes. Hein. Soit effectivement, il y a un problème de trésorerie conjoncturelle, il y a une facture qui n'a pas été payée sur un gros chantier, mais il y a aussi des problèmes structurels, c'est-à-dire que le fonds de roulement de l'entreprise n'a pas été suffisamment conséquent au départ. Et l'entreprise court toujours après, je dirais, quelque argent tous les mois pour payer ses dettes et ses charges. Et bien entendu, quelquefois, il faut passer par une restructuration de la trésorerie. Alors, soit effectivement, on a sous-estimé les besoins de trésorerie de l'entreprise, et là, il faut essayer d'anticiper et de retrouver de la trésorerie. Alors, il faut retrouver des fonds propres. Alors, on peut en trouver auprès de sa banque, c'est-à-dire on peut redemander, je dirais, un prêt de trésorerie à sa banque. On peut également trouver
des partenaires qui vont refinancer et remettre des fonds propres dans l'entreprise. Et c'est quelque chose qu'il faut effectivement faire assez rapidement quand on s'aperçoit que ce besoin de trésorerie est structurel et qu'on passe tous les mois, je dirais, à courir après soit un prêt à découvert ou quelque chose comme ça. C'est pas vivable. Alors, il y a la possibilité, bien entendu, d'avoir un découvert à la banque. Alors, c'est quelque chose qui existe. Sauf que c'est payant, bien entendu. Hein, on paie des agios, ce qu'on appelle. Ces agios sont assez, je dirais, élevés la plupart du temps. Et ils grèvent la trésorerie parce qu'effectivement, ils tapent dans la marge, comme on dit vulgairement. Ils diminuent la marge de l'entreprise par des agios. Alors, ces autorisations de découvert sont apportées par les banques. Quelquefois, il est possible de les augmenter pendant quelques temps. Si vous pouvez démontrer que vous avez la possibilité de rembourser, je dirais, rapidement à court terme, parce qu'une traite va rentrer le mois prochain. Mais c'est des choses à manier difficilement, parce que plus on s'enfonce, je dirais, dans le découvert, plus il y a des problèmes structurels qui vont arriver. Alors, le prêt de trésorerie, on l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure, c'est effectivement la possibilité d'avoir pendant quelques temps, je dirais, excusez-moi, de l'argent pour permettre de passer la période difficile. Alors, le refinancement de l'entreprise, on l'a abordé un tout petit peu, même chose tout à l'heure, c'est la possibilité de retrouver, je dirais, des fonds propres, d'avoir des gens qui recapitalisent l'entreprise. C'est quelque chose qu'il faut bien entendu envisager quand c'est le seul moyen de pérenniser l'entreprise. Alors, le Codefi, on l'a vu tout à l'heure, qui permet éventuellement, je dirais, de refinancer les entreprises, mais ce n'est pas quelque chose qui est facile à obtenir. Il y a une autre instance qui s'appelle le CIRI, Comité interministériel de restructuration industrielle, mais là, c'est pour les grosses entreprises. C'est quelque chose qui a été créé par les gouvernements successifs, je dirais, de mandature Sarkozy et Hollande, qui permet pour certaines entreprises qui effectivement ont un véritable problème industriel de récupérer des financements publics et qui permettent bien entendu à l'entreprise de passer cette mauvaise période. Alors, il y a la dernière extrémité, parce que là, je pense qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on met en œuvre, mais quand l'entreprise n'a plus le moyen, je dirais, de fabriquer, par exemple, parce qu'elle ne peut plus acheter, de par ses problèmes de trésorerie, du matériel ou de payer ses fournisseurs ou ses industriels qui le fabriquent, il y a une possibilité qui existe depuis quelque temps, qui est le rachat des bons de commande. Exactement comme on peut faire racheter ses factures par des affactureurs, comme on dit, il y a la possibilité depuis quelque temps d'organismes qui peuvent acheter le bon de commande. Alors bien entendu, ce n'est pas gratuit non plus, hein, ça peut aller jusqu'à 15%, donc ça peut complètement grever la marge de l'entreprise, mais sachez que quand il n'y a pas d'autres moyens et qu'il y a des bons de commande qui vont être honorés, que ces bons de commande, bien entendu, sont validé par les clients, vous avez la possibilité de transférer cette charge, je dirais, dans une entreprise. Il y en a une que j'ai citée qui s'appelle Red Fox. Il y en a BNP Paribas s'est mis également sur ce business-là. Donc, vous transférez les bons de commande, ils vous les payent et ça vous permet, entre guillemets, d'acheter votre fabrication. On finalise juste à la fin le point sur le médiateur du crédit dont on a déjà parlé, quand effectivement, lors d'une création, d'une extension, le prêt de la banque a été refusé. Donc voilà en ce qui concerne, je dirais, cette partie-là. Donc on va retourner au sujet suivant. Alors, le sujet suivant, c'est réduire les charges fixes, parce que c'est effectivement un moyen d'augmenter, bien entendu, la marge et puis de diminuer les problèmes de trésorerie. Alors, souvent, l'entreprise n'accorde pas un temps suffisant, parce que c'est quelque chose qui est coûteux en temps,
n'accorde pas un temps suffisant à l'évaluation de ses charges fixes. C'est-à-dire qu'elle les paie tous les mois et sans réfléchir, tous les mois, elle remet au pot la même somme ou un peu plus. Et quelquefois, ça vaut le coup d'arrêter et de dire est-ce que je paie des charges fixes qui n'ont pas lieu d'être, c'est-à-dire qui n'amélioreront absolument pas la situation de mon entreprise, donc je peux les diminuer, il n'y aura pas de risque. Mais il faut faire ce travail d'analyse. Alors, le travail d'analyse ne peut être fait que s'il y a en amont ce qu'on appelle des tableaux de bord. C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement combien on dépense de charges fixes tous les mois et quels sont les postes de ces charges fixes. Et si on n'a pas, bien entendu, cet indicateur et si on ne le suit pas, on ne sait pas en fait combien on dépense et on ne sait même pas, je dirais, quelle est la marge à la rigueur. Donc, il faut à tout prix avoir minimum des tableaux de bord qui permettent de mesurer ces charges fixes et de les suivre en évolution tous les mois. Alors, réduire les charges fixes, ça passe par effectivement taper dans tous les postes. Alors, il y a une piste qui est intéressante, je dirais. Il y a des gens qui disent voilà les 20 idées pour réduire les charges fixes. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez bien entendu recommander à votre je dirais, entreprise, hein, et lui dire, ben voilà, c'est la possibilité que vous avez de réduire ces éléments-là. Vous avez des exemples. Hein. Donc ici, n'hésitez pas, je dirais, un tableur peut être suffisant pour effectivement faire ce travail-là. Je vous ai donné un accès ici pour aller chercher un tableur tout simple pour déterminer les charges fixes et leur évolution. Souvent, je dirais, le comptable est considéré comme une charge fixe un peu lourde. Alors, je vous ai mis également des références ici pour savoir à peu près quels sont les exemples de prix d'un comptable. Alors, sachez que pour les petites entreprises, il n'est pas nécessaire, je dirais, d'avoir un comptable, mais au moins, je dirais, être capable de faire sa comptabilité, parce que de toute façon, on ne peut pas s'en priver. Et simplement, il faut savoir faire jouer la concurrence également entre comptables quand on a très peu de transactions mensuelles. Alors, l'autre point important sur lequel on peut jouer, ce sont les charges variables, parce qu'effectivement, ce sont des cotisations, les cotisations, par exemple, du SSI, qui sont les cotisations de charges salariales. Là, vous pouvez jouer là-dessus, parce qu'effectivement, si votre revenu diminue d'un mois sur l'autre, quand vous êtes en auto-entreprise ou micro-entreprise, vous avez la possibilité d'aller sur le site du SSI et d'aller moduler, bien entendu, vos prélèvements. Il ne faut pas hésiter à le faire parce qu'effectivement, tous les trimestres, vous avez la possibilité de changer vos prélèvements et ça permet effectivement, dans un certain nombre de cas, d'aller réduire, bien entendu, ces charges qui sont quand même importantes, je dirais, tous les trimestres. Donc, n'hésitez pas à jouer là-dessus également. C'est très souple, il suffit simplement d'aller dans le site et d'aller changer le montant. Changement du régime fiscal. Alors effectivement, quelquefois, les entreprises ont démarré avec un régime fiscal sans trop réfléchir aux impacts que pouvait avoir ce régime fiscal. On a la possibilité de le faire. Donc, on a la possibilité de passer d'un régime, par exemple, de SARL à une micro-entreprise. Bon, simplement, sachez qu'il va falloir apurer absolument tous les comptes pour aller passer d'une structure juridique à une autre. C'est-à-dire que si vous avez des paiements en cours, des impôts, des choses comme ça, l'administration financière va vous demander de régler tous vos comptes, de payer tout ce qui est dû sur l'année en cours pour changer, je dirais, votre statut juridique et passer, par exemple, en micro-entreprise si vous étiez en SARL. Donc, il faut bien réfléchir avant de le faire. Il y a des avantages dans chaque statut, il y a des inconvénients dans chaque statut, mais le changement, c'est un petit peu, je dirais, une opération délicate à concevoir et à réaliser, et elle ne peut pas se faire dans l'urgence, puisqu'il faut régler tous les comptes. Alors, allez voir, bien entendu, un site qui compare les différentes structures juridiques. Ça existe partout. Je vous en mets, je dirais, sur cette formation. N'hésitez pas, je dirais, à aller les voir ici. Par exemple, ce site compare qu'est-ce que je choisis, je dirais, avantages, inconvénients des statuts juridiques.
On va basculer, je dirais, sur un autre item. Alors, cet autre item, c'est l'action sur le revenu. Parce qu'effectivement, d'un côté de la balance, il y a les charges, et puis de l'autre côté, il faut espérer qu'il y a des revenus. Donc, si vous avez bien entendu des diminutions de revenus, il va falloir jouer sur cette partie-là de la balance. Alors, il peut y avoir des baisses de chiffre d'affaires, il peut y avoir des baisses de marge, et puis on peut avoir une mauvaise estimation de chiffre d'affaires dans un plan business ou être sur une mauvaise stratégie. Donc, d'un côté, on passe du conjoncturel à du structurel. Alors, dans le cas, bien entendu, où il y a une baisse de chiffre d'affaires, l'urgence, c'est d'essayer de la stopper et d'essayer de renverser la tendance. Alors, ce n'est pas tellement, je dirais, quelque chose que vous allez pouvoir traiter directement avec les entreprises, parce que le conseil peut être, dans ce cas-là, très, très long. Je pense qu'il faudra se limiter à leur donner un certain nombre de pistes, et puis ils les étudieront, bien entendu, au fur et à mesure de leur disponibilité et surtout de leur situation. Donc, sachez que ce n'est pas quelque chose qui est simple, hein, renverser un chiffre d'affaires qui baisse. Alors, bien entendu, si c'est conjoncturel, la conjoncture peut se renverser, les clients peuvent revenir. Bon, on est dans cette situation en sortie de post-Covid, par exemple. Alors, renverser par contre la tendance à la baisse des marges, ça, c'est quelque chose qui est plus facile, je dirais, à faire. Alors, bien entendu, il faut d'abord évaluer ces marges, il faut les connaître parfaitement, c'est-à-dire qu'on n'est pas à même de changer ce paramètre-là si on ne sait pas effectivement quelle est son impédance. Donc, il faut à tout prix savoir quelles sont les charges, il faut surtout savoir comment est calculé votre prix de revient, quel est votre marché pour savoir si vous pouvez tirer les prix sur le haut et augmenter votre marge. Il faut savoir aussi quel est votre marché fournisseur pour savoir si vous pouvez réduire votre poste achat et donc augmenter vos marges. Excusez-moi. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut également faire à tête reposée, mais qui est important parce que c'est la pérennité, quelquefois, de l'entreprise qui est en jeu. Alors, l'estimation optimiste du CA à la création, alors ça, c'est l'erreur des créateurs. On voit tout de suite, je dirais, qu'on est capable de faire quelque chose et qui, après, se révèle, je dirais, une erreur fondamentale, c'est-à-dire qu'on fait la moitié du chiffre d'affaires. Il faut faire très attention, je dirais, quand on démarre. Il vaut mieux démarrer avec un chiffre d'affaires estimé de première année plus petit que celui que vous réaliserez, ne serait-ce que pour ne faire face, je dirais, à vos charges de SSI et autres, que sur un montant, effectivement, qui sera plus bas plus haut que la réalité, parce que l'inverse est plus gênant. Vous allez payer plus d'impôts ou plus de charges que votre entreprise ne pourra assumer dans la première année. Alors, l'autre point également, mais là, c'est à tête reposée, et là, encore plus à tête reposée, c'est vous poser la question, c'est est-ce que ma stratégie commerciale est correcte? Est-ce que mon modèle de business est correct? Et bien entendu, il va falloir faire un certain nombre, je dirais, d'études et peut-être vous faire aider. Mais la même chose, vous allez pouvoir, vis-à-vis de vos entreprises en difficulté, que ne donner des conseils. Vous n'aurez pas le temps, je dirais, de repenser la stratégie. Et puis, bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut confier à des gens qui savent faire et puis des gens qui sont dans ce business. Et le GPA n'est pas là, je dirais, pour repenser la stratégie commerciale des entreprises. Alors, par contre, il y a des moyens plus simples de réduire, je dirais, les charges. C'est la possibilité, bien entendu, d'améliorer le recouvrement. Si vous avez déjà des dettes clients qui augmentent et si vous ne relancez pas vos clients, sachez que la situation ne va pas s'améliorer. Donc, vous allez devoir jouer très rapidement, dès que vous avez des défauts de paiement de vos clients sur ce poste-là, il faut relancer, il ne faut pas hésiter, je dirais, à faire des procédures même. Et parce qu'un mauvais client est un client qu'il vaut mieux, je dirais, ne pas avoir. Alors après, par contre, c'est quand on n'arrive plus à faire face, c'est d'être capable de mettre en place, mais là, il faut avoir une structure financière saine,
des procédures d'affacturage et surtout avoir un minimum, je dirais, de marge, parce que l'affacturage coûte de l'argent, mais c'est le moyen de récupérer la trésorerie immédiatement à l'émission de la facture. Alors que quelquefois, vous attendez 60 jours, 90 jours, et quelquefois, le client ne paie pas. Là, dans le cas de l'affacturage, le client va payer. Mais ça a un prix. Alors, c'est quelque chose, par contre, qu'il ne faut pas hésiter à mettre en œuvre si effectivement, vous avez beaucoup de factures et des risques d'impayés. Et puis, dernière solution, je dirais, si on peut appeler ça la dernière, si effectivement vous n'avez plus de solution, mais que vous avez une valeur d'entreprise qui fait que sa revente pourrait être une bonne opération et que conjoncturellement, ça serait le moment de vendre, il ne faut pas hésiter à avoir, je dirais, cette solution en tête. Il vaut bien entendu mieux vendre l'entreprise quand vous êtes en bonne situation financière, mais si ce n'est pas le cas, il faut peut-être bénéficier quand même, je dirais, de l'occasion du larron, si vous avez un repreneur ou si vous avez quelqu'un qui effectivement serait intéressé par racheter votre entreprise. Donc n'hésitez pas, simplement il faut faire ce travail à tête reposée, il faut savoir quelle est la valeur de revente de votre entreprise, quel est le marché, et surtout savoir quels sont les clients potentiels et vous faire aider par des agences qui font ce métier comme des agences immobilières. On va passer à l'item suivant. Alors, ici, on va passer effectivement à l'action sur les effectifs. Alors, l'action sur les effectifs, c'est quelque chose qu'il faut également manier avec précaution. La charge salariale est une charge non négligeable dans l'entreprise et il faut quelquefois prendre, hélas, des décisions drastiques. Alors, dans le cas très précis de la crise Covid, il y a eu énormément de mesures faites sur le chômage partiel qui a été énormément aidé. Je pense que ce chômage partiel, il faut également l'utiliser même quand on n'est pas en période Covid parce qu'il y a des contraintes à l'utilisation, mais il y a des facilités également d'utilisation qui sont permises. Et tout se passe par l'intermédiaire de la directe qu'il faut contacter. Donc, quand vous avez une baisse de charge et que vous voulez à tout prix, je dirais, conserver la valeur de vos salariés, parce qu'ils sont capables bien entendu, de réaliser vos chantiers et qu'il ne faut pas les perdre parce que c'est un coût après de reformer les gens. C'est un coût énorme quelquefois. Donc, il ne faut pas hésiter, je dirais, à passer sur ces mesures de chômage partiel. Et là, l'intermédiaire, c'est la directe. Et le contact à la directe est très facile. Vous pouvez accéder véritablement, je dirais, à ces entreprises, enfin à ces institutions, pardon, pour vous aider. L'autre solution, qui est là un petit peu plus difficile, c'est le licenciement économique. Effectivement, votre entreprise n'a plus le chiffre d'affaires souhaité, n'a plus les clients souhaités, n'a plus les chantiers souhaités pour permettre de faire vivre un certain nombre de salariés. Et là, il faut prendre des décisions qui sont des décisions définitives, quelquefois pour un certain nombre de salariés, mais qui peuvent, bien entendu, sauver l'entreprise. C'est-à-dire qu'elles sont définitives pour les salariés, hélas, qui vont partir de l'entreprise, mais elles vont être salvatrices, je dirais, pour l'entreprise, parce que vous allez continuer à pouvoir, je dirais, travailler avec les effectifs restants et vous allez avoir la possibilité, bien entendu, de continuer à payer les salariés qui restent avec la possibilité de réaliser les chantiers qui vous restent. Alors, bien entendu, il faut faire très, très, très attention à toutes les procédures parce que le moindre déviation de procédure vous sera reproché et vous irez ce qu'on appelle au prud'homme. Et là, généralement, ça coûte cher, surtout si c'est vous qui avez fait l'erreur. Et même, je dirais, si vous n'avez pas fait l'erreur, il va falloir vous défendre avec des avocats, des choses comme ça. Et ça va vous coûter assez cher. Donc, n'hésitez pas, je dirais, à aller accéder directement à l'inspection du travail via la directe. Et vous allez, bien entendu, avoir la possibilité d'être conseillé ici dans les procédures et puis d'exécuter ces procédures en vous faisant aider la plupart du temps par des avocats quand même spécialistes qui vont vous éviter les erreurs fondamentales qui vous coûteraient assez cher. Alors, le dernier point qui est un point, je dirais, plus intéressant, c'est renforcement d'effectifs. Si vous êtes dans la situation inverse,
et que vous manquez d'effectifs, on ne traitera pas cette piste parce qu'elle est plus facile à traiter. Il suffit simplement d'embaucher, mais elle est peu plausible, je dirais, dans une situation d'entreprise en difficulté. Mais bon, s'il fallait renforcer les effectifs, même si vous êtes en difficulté, bon, c'est plus facile à traiter. Mais sachez quand même que je n'ai jamais rencontré ce cas-là. Donc, on va passer à l'item suivant. L'item suivant va être les aides financières et psychologiques. Alors, les aides financières aux dirigeants, c'est-à-dire qu'ici, on va traiter l'aide financière qu'on va apporter aux dirigeants, et alors qu'auparavant, on a traité de toutes les aides financières à l'entreprise. Alors, un point important, c'est quand on est auto-entrepreneur et qu'on a eu un accident de la vie, on était malade, on était obligé d'arrêter, il y a la possibilité sur la partie cotisation, ce qu'on appelle les cotisations SSI ou anciennement RSI, de bénéficier du fonds d'action sociale, ce qu'on appelle le FAS. Donc, au niveau de l'URSSAF maintenant qui traite, ou de la MSA quand on est en mutualité agricole, de demander ce fonds d'action sociale justifié par effectivement ces accidents de la vie. Alors, si vous avez été arrêté du travail pendant je ne sais pas combien de temps, vous étiez tout seul dans l'entreprise, vous allez monter ce dossier et vous allez avoir une commission qui va se réunir et qui va soit voter un moratoire, soit voter une diminution, soit voter quelquefois, si effectivement votre dossier est complètement bétonné, la possibilité de ne pas payer pendant un an, je dirais, vos cotisations sociales, donc d'être exonéré sur tout ce que vous deviez au niveau du SSI. Il y a d'autres possibilités, c'est que quand effectivement vous avez, hélas, mordu la poussière, vous pouvez faire une demande spécifique d'une aide financière exceptionnelle à l'AFE. Donc ça, c'est quelque chose qui est récent. Alors, c'est quelque chose qui est complètement exceptionnel, mais vous pouvez toujours, je dirais, le demander. C'est-à-dire que si vous avez pas eu le fonds d'action sociale, vous pouvez toujours faire cette demande auprès de l'URSSAF. Et c'est une aide exceptionnelle du CPSTI, pour être très précis. Et là, il y a un lien sur le site qui vous permet d'aller faire cette demande d'AFE auprès de l'URSSAF. Alors, je ne sais pas quel est le montant exact, je crois qu'il n'est pas fixé, ce sera quelque chose qui sera bien entendu en fonction de votre situation. Alors, il y a un autre point important qui est là, en dehors de toute considération financière, c'est l'aide psychologique que vous allez apporter aux dirigeants. Bien entendu, non seulement, je dirais, votre contact avec lui, votre aide à trouver des solutions dans ces difficultés vont être un apport psychologique non négligeable. Si par contre, vous sentez que c'est tellement lourd, cette situation pour lui, qu'il y a des risques psychologiques qui peuvent conduire, je dirais, à des tendances, entre guillemets, suicidaires, prononçons le mot, et il ne faut pas hésiter à faire une fiche sentinelle à une association qui est partenaire du GPA, qui s'appelle APESA. Et vous avez la possibilité, à partir de là, si le dirigeant en est d'accord, de lui accorder gratuitement une aide psychologique réalisée avec des psys, parce que nous n'aurons pas, nous, au GPA, forcément les bons mots. Ce sont des gens qui, effectivement, ont ces habitudes de support psychologique, ont ce métier et les mots adéquats pour aider ces gens-là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un moindre doute et que, bien entendu, il faut le proposer, qu'il soit d'accord pour le supporter et l'accepter. On ne peut pas faire une sentinelle APESA s'il n'est pas d'accord. Mais si vous sentez qu'effectivement, il peut l'accepter, n'hésitez pas à le faire. Donc, on a toute cette panoplie, je dirais, d'aide à apporter aux dirigeants. N'hésitez pas à le faire, surtout quand on arrive dans des situations où, effectivement, on arrive au redressement judiciaire et surtout à la liquidation. Donc, voilà, en gros, ce que je voulais, je dirais, vous dire sur cette partie-là. Donc, on a traité le troisième module, que sont les pistes de solutions.
Et on se reverra pour le prochain module qui sera l'accompagnement. Au revoir.